Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de l'Équilibre Instable, le podcast absent pour cause évidente de confinement. Nous sommes le samedi 9 mai 2020 et j'ai la joie, car oui, à ce stade, je pense qu'on peut parler de joie, de communiquer avec Francesco. D'abord, que l'on surnommera désormais le moustachu des Ardennes. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Il y a aussi avec nous Abaddon, démoniaque gastronome dont les incantations pâtissières se font ressortir jusque dans votre estomac. Bonsoir Abaddon. Bonsoir, bonsoir. Nous avons à nouveau Lorenzo, car nous avons cru le perdre avec la fermeture des bars et il a pourtant survécu à bientôt 2 mois sans café. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, je signale quand même que des cafés rouvrent, pardon. Ensuite, avec nous, Bunzer, retour de notre psychologue de l'extrême, après un épisode 2 dont Francesco a encore du mal à se remettre. Bonsoir Bunzer. Très belle présentation, bonsoir, bonsoir. Et enfin, Abaris, l'homme avec le plus de bon goût et le plus de bonnes paroles. Bonsoir Abaris, bienvenue. Bonsoir. Alors Francesco, on est chacun chez nous ce soir, paraît-il. Oui, tout à fait. On est chacun chez soi et finalement on n'a pas le choix. Mais bon, voilà, on va se débrouiller comme on peut, hein, même si la qualité sonore n'est pas au top et que voilà, il va y avoir des petites coupures, mais il va quand même y avoir un programme intéressant. Enfin, je veux dire, vous pouvez rester connectés ici sur toutes les plateformes Spotify, etc. pour nous écouter parce que l'émission va être intéressante malgré tout. Enfin, c'est ce qu'on espère, quoi. Exactement. On rappelle Spotify, iTunes Music, iTunes Store, iTunes Mac, partout. Mais vraiment partout, quoi. Même dans votre salle de bain, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, on commence par un petit teasing d'un livre par Abaris. Bon, j'en dis pas plus parce qu'il va enchaîner direct après. On va parler du confinement, évidemment, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis 2 mois. Personne n'en parle sur aucune chaîne de télé. Donc, je pense que c'est important que nous revenions dessus. Mais il faut dessus pour un petit peu raisonner tout le monde. Tout à fait. Enfin, vraiment pour avoir l'esprit critique et les idées claires par rapport à ça. Podcast d'histoire. Oui, nous allons aussi voir la particularité du coronavirus. Hein. Nous allons voir les occupations des participants ici. Voilà. Oui, qui sont chacun dans sa tanière. Et puis nous terminerons par toi aussi et pas de tes amis. Voilà, en espérant que les participants ne trichent pas vu qu'ils ont accès à Internet cette fois-ci. Mais on n'est pas comme ça. Non, bien sûr. Bon, voilà, allons-y, on verra bien. On verra bien. Eh bien, tout d'abord, pour une fois, enfin, nous pouvons accueillir Abaris. Abaris, tu m'avais proposé au début du confinement une lecture, et là, tu vas nous en parler parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Vas-y, on t'écoute. Tout à fait. Donc, la lecture que j'avais recommandée, c'était le livre de l'historien Walter Scheidel, The Great Leveler. Il y a normalement une traduction française qui devait sortir chez Actes Sud courant 2019. Donc je ne sais pas où ils en sont. Donc le pitch du livre, c'est que l'historien s'est intéressé à l'histoire des inégalités sociales. Et donc il s'est posé la question, est-ce que dans l'histoire de ce qu'on la connaît, il y a eu des politiques qui ont été couronnées de succès pour réduire les inégalités sociales? Et il en est arrivé à la conclusion qu'en fait, dans l'histoire, il y a seulement 4 grandes choses qui ont effectivement contribué à réduire les inégalités sociales dans la société humaine. Et ces 4 grandes choses sont la guerre, les révolutions, les faillites d'État et les pandémies. Et donc, le constat du livre est assez amer finalement, puisque c'est pas spécialement des politiques qu'on a envie de recommander pour réduire les inégalités sociales. Mais je m'étais dit ce serait intéressant de relire, étant donné qu'on est dans une pandémie, selon la définition de l'OMS du moins, de relire le chapitre dédié aux pandémies de ce livre. Et donc c'est l'historien en question, il s'est intéressé
aux grandes épidémies de peste qui ont frappé l'Empire romain, l'Europe du Moyen-Âge, et finalement, quels ont été les effets de ces épidémies sur les inégalités sociales. Donc évidemment, il faut comparer des pommes et des pommes. La peste bubonique et la peste telle qu'on la connaissait au Moyen-Âge ou durant l'Empire romain, ce n'est pas le coronavirus. Les taux de mortalité étaient beaucoup plus élevés. Je vous conseille pour peut-être ça d'une certaine manière un peu torturée, ça va vous remonter le moral de lire les descriptions de l'époque. Ça fait très film d'horreur, mais ça permet de se rendre compte qu'en fait finalement l'épidémie qu'on traverse, c'est pas aussi désastreux que ce que c'était à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les inégalités sociales en question? Dans le livre, simplement, il y avait tellement de gens qui mouraient que les paysans et les plus basses classes sociales se retrouvaient soudainement avec un pouvoir de négociation énorme face à leur patron et face à leur maître, étant donné qu'ils étaient tout d'un coup devenus une denrée rare, dont finalement les maîtres se disputaient la possession, parce que le maître, il avait des champs qu'il fallait bien labourer, des bêtes dont il fallait bien s'occuper, et sans les serfs, puisqu'ils étaient tous morts, les champs partaient en friche et les bêtes mouraient, donc ils ne pouvaient pas se permettre de laisser les choses aller. Donc c'est ça que les serfs se retrouvaient soudainement à pouvoir demander des salaires qui étaient 3 à 4 fois ce qu'ils recevaient auparavant, des serfs qui étaient attachés à la terre, normalement comme c'était le cas au Moyen-Âge, les serfs étaient attachés à la terre de leur seigneur, pouvaient soudainement bénéficier d'une mobilité sociale qu'ils n'avaient pas eu auparavant, puisqu'il y avait des seigneurs d'autres fiefs qui étaient soudain prêts à les prendre et à plus trop se soucier quand finalement ces serfs-là étaient supposés appartenir à tel maître ou à tel seigneur. Voilà. Maintenant, ces effets étaient, hélas, pour les serfs et les classes paysannes limités dans le temps, puisqu'une fois l'épidémie passée, la pression démographique reprenait, les gens commençaient à se marier, à faire des enfants, et au final, en 1, 2, 3 générations, il y avait de nouveau assez de serfs pour qu'on puisse de nouveau les opprimer comme il fallait et les payer des salaires au ras des pâquerettes. Donc, c'était un peu ça le constat du livre sur les pandémies. Je ne sais pas si Max O'Sheaf veut ajouter quelque chose à ce sujet, puisqu'il a lu aussi le... Oui, d'abord, j'entrerai en contradiction avec toi en disant que quand tu dis c'est des choses qu'on ne recommande pas pour remettre un petit peu d'égalité. Moi, ma maman a toujours dit une bonne guerre. ça vous remettrait les idées en place en quelque sorte. Mais bon, passons cette petite boutade. Oui, non, en effet, ces 2 chapitres-là, en tout cas que j'ai lus du livre, sont très interpellants, surtout parce que on a des témoignages des personnes de l'époque du 14e, du 15e siècle, qui décrivent comment les gens mouraient de la peste. Il y a un type qui raconte qu'il a enterré ses 5 enfants, je pense, de ses mains, et sa femme. Et donc, c'était vraiment affolant. Il faut bien se dire que pratiquement la moitié, je pense, de la population mondiale est morte à ce moment-là, à cause de la peste et de la peste bubonique. Et donc, au fait, quand on remet un petit peu en parallèle avec le coronavirus d'aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre, c'est que on ne va pas avoir cet effet un petit peu de remise à plat égalitaire, puisque heureusement, malheureusement, je ne sais pas trop comment il faudrait le prendre, mais le coronavirus ne s'attaque qu'à des personnes âgées et ou faibles. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que les conséquences sociales ne vont hélas pas du tout être bénéfiques, parce que, comme tu l'as dit, le virus s'attaque à des personnes qui font plus partie finalement de la population active, donc des gens qui sont employés. Et l'autre effet pervers aussi, c'est que ça met une pression économique telle que soudainement les entreprises ont, pour raison valable, même simplement pour de s'en servir comme excuse, soudainement une justification pour mettre la pression sur leur force de travail, pour réduire les effectifs, pour faire des coupes
et pour finalement faire des licenciements qu'ils n'auraient pas pu faire en temps normal, c'est-à-dire pour couper un peu, pour élaguer un petit peu leur masse salariale, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'ils auront l'excuse de dire c'est coronavirus, c'est la crise économique, nos résultats ne sont pas bons, donc on licencie, on met au chômage, et voilà. Et il n'y aura pas vraiment de... tout d'un coup, ils ont une justification pour le faire, là où peut-être en temps normal, ça aurait créé des problèmes. Et donc ça met... c'est une situation vraiment différente et qui, je pense, hélas, ne sera pas en faveur des travailleurs et des successeurs des paysans du Moyen-Âge et des classes les plus basses de l'Antiquité, qui sommes aujourd'hui, je veux dire, les ouvriers, les employés, les salariés, la salariale telle qu'on est, la grosse majorité des gens, finalement. Donc là, je pense, malheureusement, que c'est de nouveau eux qui vont payer les pots cassés de la crise qu'on traverse aujourd'hui, sachant que les gouvernements vont se mettre derrière les entreprises. On voit... si là aux États-Unis notamment, mais aussi en Italie, par exemple à l'Italia, le gouvernement qui leur donne un chèque en blanc de 1 milliard pour les garder à flot, alors que déjà c'est une entreprise qui perd de l'argent. Donc on voit beaucoup de ces choses se faire, mais finalement il n'y a pas, à part de proposer du chômage économique, et encore qui est limité. Donc c'est ça que je trouve aussi un peu interpellant quand on parle du cas belge, par exemple, quand on parle du chômage économique, de dire voilà, ce sera 70% de votre brut, mais alors il y a un capping, donc un niveau qui est un niveau limite qu'on ne peut pas dépasser. Mais ce niveau limite là, il est très très vite atteint. Simplement, pratiquement, si vous êtes au salaire médian belge, donc le salaire médian belge il est de 3 000 euros brut, vous ne l'avez même pas, ça. Vous ne l'avez même pas. Vous n'avez même pas ces 3 000 euros, 70%, 3 000 euros brut, vous n'y êtes même pas. Donc je trouve un petit peu aussi interpellant de dire le gouvernement est là, oui, il donne, mais c'est le minimum syndical pour vivre. Et il y a des gens, je pense, qui vont devoir remettre leur appartement, revoir leurs dépenses, des gens qui ont des crédits immobiliers. J'espère que la banque va être compréhensive. Donc je pense qu'on va aller vers une situation assez difficile, finalement. Et concernant la reprise, moi je ne sais pas pour nos autres invités ce soir, mais j'ai l'impression aussi que la reprise, on va la demander de la faire sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre un petit peu comme avant, alors que le climat ne s'y prête pas vraiment, quoi, au fait. Non, tout à fait. Je pense que ils n'ont pas écouté spécialement les avis des scientifiques à ce niveau-là. Bon, ils font les masques, ils font les choses, mais ça apparaît quand même un petit peu précipité. Et surtout, je pense qu'ils comptent beaucoup sur le fait qu'ils ont l'été qui va arriver et se disent c'est bon, le virus ne survit pas trop dans les conditions avec des hautes températures. Bon, après, on n'est pas le pays le plus chaud non plus. Donc, parfois, il arrive qu'on aille des mois de juillet où on soit à 10-12 degrés et qu'il pleuve et qu'il fasse dégueulasse. Donc, ça, je ne sais pas quel va être l'impact sur le virus là-dessus. Et aussi, c'est vrai que c'est très rapide et il n'y a pas tellement et on prend un risque parce qu'on sera très vite en automne, on sera très vite de nouveau en hiver et on va avoir une seconde vague qui va nous tomber dessus alors que le vaccin n'est pas encore prêt. Donc il y a eu effectivement beaucoup de discussions, de parlottes autour de faire un vaccin avant les 12 à 18 mois qui sont normalement nécessaires pour développer, qui sont normalement le minimum syndical pour développer un vaccin, pour diverses raisons, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on en aura un pour le mois de septembre, quoi. Eh bien, que de nouvelles réjouissantes. Oui, pour commencer en bon. Mais il vaut mieux commencer comme ça pour après pouvoir se réjouir. Est-ce que l'un de nos autres invités voudrait intervenir sur le sujet? Pas tous en même temps parce qu'on ne vous voit pas. Pourquoi pas, moi je veux bien. Hein. Vas-y, Abaddon, dis-nous. Alors, pour revenir à ce qui est dit précédemment, moi je trouve que il faudra bien ressortir à un moment donné. Donc, le vaccin, il n'arrivera pas tout de suite et on va pas pouvoir rester confiné éternellement.
Donc, il va bien falloir trouver des solutions. Je pense que si certains d'entre nous ne retournent pas travailler rapidement, ils ne pourront effectivement pas continuer à payer leurs prêts, leur appartement ou que sais-je. Donc, le travail, c'est un moindre mal. Je ne suis pas convaincu par l'idée de l'été arrive, le virus va diminuer. Je sais qu'une des provinces qui a été le plus touchée en Chine, c'est celle du Sichuan, et c'est une province où le climat est tropical. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, il fait toujours 25 à 30 degrés. Donc, bon, je suis pas certain. Je pense surtout que ça va être une question de conscientisation sociale. Il va falloir que les gens comprennent que on se déplace pour acheter juste ce qu'il faut. C'est fini d'aller errer dans les magasins. C'est fini de faire des câlins à tout le monde pour toutes les occasions, pour toutes les raisons. Donc voilà, mais je sais pas, moi je suis assez confiant. J'ai déjà fait une journée de travail hier, justement pour m'habituer à ces nouvelles conditions. Je recommence lundi. On a adapté voilà, je travaille dans un magasin pour ceux qui ne savent pas, et on a tout adapté. Donc on a mis en place un système de commandes à venir rechercher en boutique. Donc on nous envoie un email avec détaillé tout ce qu'il faut, et puis on vient juste le rechercher. On a tout préparé de A à Z pour qu'il y ait le moins de contacts possible. Donc je pense que la reprise est nécessaire et qu'avec un peu de bonne volonté, elle se passera bien. Donc voilà. En tout cas, on ne peut pas se trouver à la maison éternellement. Une petite question subsidiaire, est-ce que le coronavirus va avoir un impact sur les récoltes de thé en Chine? Alors, elle n'a eu aucun impact sur les récoltes de thé en Chine. Maintenant, l'impact ce sera à la vente, parce que l'Européen moyen est assez bas de plafond et va continuer à faire le raccourci mental de se dire « Oh mon Dieu, ça vient de Chine, je n'en veux pas ». Donc non, on a des récoltes qui se sont bien passées en Chine. Les Chinois ont beaucoup de thé qui ne souhaitent qu'une chose, c'est le vendre. Là, on aura des problèmes, c'est surtout pour les récoltes de thé indiens et népalais, parce que les Indiens et les Népalais ont été confinés en même temps que nous, donc les récoltes ne se sont pas faites. Aïe, aïe, aïe. Et donc, s'il y en a, il sera encore plus cher. Bah, figure-toi que non. Après, voilà, enfin, je n'ai pas regardé à la concurrence, mais je sais que chez nous, les prix sont... on n'en a pas beaucoup. Hein. Par exemple, sur les darjeeling de printemps, on en a entre 10 et 15 tous les ans. Cette année-ci, on en aura peut-être 5 maxi. On en a déjà 2 assurés et les prix sont comme les autres années. Donc, je pense que voilà, ça c'est assez fixe. Après, il faudra voir pour les autres. D'accord. Lorenzo, veux-tu parler avant de t'endormir? Non. D'accord. On a bien fait de l'inviter, hein, lui. Oui, comme d'habitude. Le coronavirus, moi, me déprime suffisamment pour en parler. Je crois que j'attends vraiment avec impatience. Tu peux faire ta thérapie. Voilà, là, les chiffres n'arrêtent pas de descendre. J'ai assez confiance aussi. Oui, mais attends, parce que tu as été un suiveur assidu de ces chiffres. Ah, mais tous les jours à 11h, j'étais sur YouTube en train de regarder les croque-morts en train de nous annoncer les chiffres comme au juste prix. On annonce les prix des trucs. C'était chaque fois très impressionnant. Mais le fond vert faisait un peu penser à des gamers, hein, quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas trop se baser sur ces chiffres. Hein. Notre mentor, à presque tous ici, professeur d'histoire du Moyen-Âge émérite, nous disait toujours qu'il y avait 3 types de mensonges. Les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Exactement. Mais cependant, les statistiques sont bonnes aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place depuis 2 mois pour qu'on puisse gérer le risque. Je pense qu'on va vers une normalisation de la société. Il faut juste s'adapter, c'est tout. Moi, je suis assez... avec un masque. Je pense que tous ceux qui n'auraient pas compris encore les mesures mises en place, après, c'est la sélection naturelle qui entre en jeu, hein, sinon pas. On sera débattu. C'est ça. Je lis beaucoup ça. La sélection naturelle, effectivement, je me disais, est-ce que Trump essaye de tuer ses supporters en les encourageant à aller faire des grandes manifestations et d'aller sans masque ni rien du tout? J'ai vu des choses passer sur Twitter qui m'ont un peu interpellé. D'abord, une femme qui témoignait que son mari n'avait absolument pas voulu avoir un médecin et que finalement, il était mort tout seul dans sa salle de bain.
et que c'était un grand supporter de Trump, un grand addict à Fox News et à tout ça, et que par fierté, le mec n'avait pas voulu aller se faire soigner. Là, effectivement, on fait face à de la sélection naturelle. C'est aberrant, hein, tout ce qui se passe aux États-Unis. J'ai lu quelque part qu'il y avait un nombre assez conséquent de personnes qui sont décédées indirectement du coronavirus après avoir ingéré des produits chimiques tels que la javel. Donc il y a réellement des gens qui l'ont cru. Oui, c'est effrayant. Il a vraiment, et même vis-à-vis de ses supporters, et au final, je pense il s'est finalement calmé parce que son équipe de campagne lui a dit, mais tu commences vraiment à faire des dommages. Là, les vieux qui t'écoutent dans les campagnes, ils commencent sérieusement à se poser des questions. Donc, arrête de donner des suggestions, parle de l'économie, ça tu connais, mais arrête de parler de solutions, de javel et de rayons de soleil, etc. Laisse ça de côté parce que ça va te coûter. Et là, il a quand même compris, il a quand même écouté. Donc, c'est ça qu'on a un peu moins de conneries qui sont dites durant les briefings de presse, mais ça a laissé des traces et à voir maintenant, est-ce qu'il pourra survivre à ça, vu le déni, vu l'impact énorme du coronavirus aux États-Unis. Comme je dis toujours, moi, pour voir, il faudrait vraiment avoir une carte, finalement, des morts du Covid-19 aux États-Unis et d'avoir la carte des résultats des dernières élections. Et tu mets ça l'un sur l'autre et tu verras si potentiellement il est à risque de perdre des États comme le Michigan, comme d'autres États qui, en 2016, ont fait pencher la balance en sa faveur. Mais il faut que la courbe diminue pour ça avant. Mais c'est ça qui est étonnant, à un moment où le monde entier est en train de déconfiner, les États-Unis n'ont toujours pas atteint le pic. Si ce n'est à New York, mais bon, comme ils continuent à voyager entre États, ça ne va pas s'arranger. Donc, ce serait comique de pouvoir se projeter dans 2, 3, 4, 5 ans et voir à quel point le coronavirus aura atteint les États-Unis et à quel point ça va affecter leur position de première puissance mondiale. En tout cas, si vos directions ou vos entreprises vous proposent un voyage aux États-Unis, je pense que vous leur répondez non dans les prochaines années. Clairement. Ouais. Non, j'y vais, moi. Tout à fait. De toute façon, j'avais déjà dit que Trump président, je ne remettais plus un pied là-bas. Donc, voilà, c'est fait. T'as une autre bonne raison maintenant. Si tu veux... Oui, Oui, désolé. J'ai retrouvé un texte donc de Guillaume de Machaut, qui était un poète et compositeur de musique du XIVe siècle, qui décrit en fait la peste qui a frappé l'Europe de 1347 à 1353. Donc je peux en faire un petit peu la lecture. C'est comme ça donne un petit peu un contraste. Donc l'air qui était frais et pur fut désormais vicié, noir et obscur, laid et puant, trouble et plein de pus, à tel point qu'il devint totalement corrompus. Et de cet air corrompu, les gens concluaient qu'ils étaient eux-mêmes contaminés et qu'ils perdaient leur couleur. Il leur poussait des bubons dont ils mouraient. En un mot, peu osaient sortir ni se parler de près, car leur haleine corrompue corrompait celle qui était saine. La mort en tua et dévora tant que tous les jours, en de grands tas, on trouvait des dames, des adolescents, des jeunes, des vieux, de toutes sortes, gisant morts dans les églises. Et on les jetait dans de grandes fosses, tous ensemble, marqués de bubons. Les cimetières étaient si pleins de corps et de cercueils qu'il fallut en construire de nouveaux. Voudrait-on savoir où mettre par écrit le nombre de ceux qui moururent? Tous ceux qui furent et qui viendront ne pourraient y arriver. Quelque peine qu'ils prissent. En raison de cette situation, donc ça c'est par rapport à Walter Scheidel, on constata que parce que les gens manquaient, de nombreux domaines nobles et beaux restaient inexploités. Personne ne faisait labourer les champs, faucher les blés, tailler les vignes, même pour un triple salaire. Non vraiment, même pour 20 deniers au lieu d'un, tant il y avait de morts. Et dans les champs, les bêtes gisaient toutes perdues, et paissaient parmi les blés et les vignes, partout où elles voulaient. Il n'y avait ni seigneur, ni berger, ni homme qui en prit soin. Personne ne les réclamait, ni s'en revendiquait la propriété. De nombreuses terres demeuraient sans seigneur, et les vivants n'osaient à aucun prix rester dans la maison où il y avait eu des morts, que ce soit en hiver ou en été. Voilà, petit extrait. Et ben voilà qui est rassurant. Ouais. Et on va un petit peu laisser la parole à Bonzer qu'on n'a pas encore entendu. Bonzer, le confinement, de par chez toi, ça se passe? Ah bah écoute, le confinement, c'est l'occasion de redécouvrir un peu le chez-soi, redécouvrir un peu les passions, les choses qui nous occupent. C'est assez marrant parce que
j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de collègues, vu que je travaille encore un jour par semaine. Et je remarque en tout cas une constante, c'est vraiment que les gens se redécouvrent. Il y a pas mal de gens finalement qui sont pris par le travail, par les passions, par les grands projets, et qui là se retrouvent un peu chez eux, face à eux-mêmes, et qui finalement commencent à se dire, tiens, est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je m'épanouis dans les bonnes sphères? Est-ce que je suis bien là où j'ai envie d'être? Parfois, c'est un peu déprimant parce qu'on entend justement, j'ai une discussion assez surréaliste avec un collègue qui me disait, tiens, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout la vie que j'avais envie de mener, ce qui est assez tragique, hein, en soi. C'est pas mal. Et je trouve que ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on constate fort quand j'ai la chance d'avoir quand même quelques contacts avec les gens autour de moi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et à chaque fois que je prends comme ça ces coups de sonde, c'est vraiment la chose qui me frappe le plus. C'est à quel point les gens sont confrontés à eux-mêmes dans le positif. Je me découvre, j'apprends à développer mes compétences. Ou alors dans le négatif, en fait, je me rends compte que si ma vie n'est pas archi remplie, j'ai du mal à me supporter moi-même, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit constat du jour. C'est pas plus mal parce que au fait c'est de toute façon positif parce que ça va forcer les gens peut-être à travailler sur eux ou à se découvrir et à se mettre un petit peu en mouvement, mais dans un autre mouvement que celui dont ils ont l'habitude. Moi, je suis très curieux de voir le nombre de personnes qui vont, à l'issue du confinement, faire des reconversions professionnelles, se lancer dans des grands projets de vie philosophiques, introspectifs, aller faire le tour du monde ou aller prendre une pause carrière pour investir un autre projet. Enfin, c'est pas assez vécu. Voilà, c'est une statistique dont on parle pas beaucoup parce qu'on parle vraiment des choses plutôt négatives, les maladies, les gens qui vont perdre leur emploi, les gens qui vont souffrir économiquement. Et moi, cette statistique qui m'intéresse aussi, c'est finalement ces gens qui, de manière volontaire et éclairée, en fait, vont changer leur vie parce que le confinement va être une période susceptible de leur amener cette espèce d'éclairage spirituel sur eux-mêmes, sur leur fonctionnement, quoi. C'est pas mal comme intervention parce que c'est vrai que vu pour ceux qui ont cette chance de faire du télétravail ou ceux qui ont malheureusement été privés de leur emploi, on se retrouve à faire des choses, à devoir occuper ses journées et faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Moi, par exemple, avec évidemment les trajets entre le travail et le domicile qui sont réduits à néant, je me suis trouvé du temps pour un petit peu m'occuper du jardin. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Et on a tous eu des trucs à faire comme ça. On s'est tous découvert je pense, une petite passion qui sommeillait. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est vrai que ça fait réfléchir et je pense dans le bon sens du terme. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est d'essayer de mener une étude, c'est un peu tard maintenant, mais en se disant, ok, quelle est la vie routinière des gens avant le confinement? Quelle est la vie routinière des gens après le confinement? Et en fait, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que les gens vont vraiment revenir à la normale? Ou est-ce que, par exemple, toi, tout d'un coup, tu vas t'aménager 2 heures dans ta semaine pour faire du jardinage, sans t'en rendre compte? C'est ça. Est-ce que je vais prendre une autre habitude? Voilà, tout à fait. C'est pas mal. Qui a pris d'autres habitudes ici? Moi, je n'ai pas pris d'autres habitudes, mais je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que ma vie d'avant, mon travail d'avant était hyper chronophage. J'y consacrais tout mon temps, toute mon énergie, tout ce que je pouvais. Et j'avais oublié tout ce que j'aimais faire avant. Et le confinement m'a permis de me rendre compte que j'aimais lire énormément, mais ça faisait facile 3 ans que je n'avais pas fini un livre en entier. J'adorais faire de la pâtisserie, mais ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait un gâteau compliqué. Et effectivement, une des premières choses que j'ai dit à mes employeurs, quand je les ai vus hier, c'est que le confinement m'a permis de me rendre compte que j'allais peut-être, quand le travail serait devenu plus ou moins normal, peut-être m'orienter plutôt vers un 3/4 temps pour avoir une journée dans la semaine à consacrer à mes activités à moi. Ça m'a pas fait plaisir, évidemment. Franchement, ils l'ont compris. Donc, vois-tu, comme j'ai encore 1 mois de CP à prendre cette année-ci et que je dois et que je n'ai pas envie de reprendre de nouveau 1 mois tout de suite, ils ont été assez conciliants sur le fait que je puisse, par exemple, prendre mes CP en 3/4 temps jusqu'à fin de l'année. Donc,
je me suis déjà aménagé ce temps. Et de façon complètement, c'est super comique. Mon autre collègue que j'ai vu hier m'a dit que effectivement, elle entrevoyait d'abandonner le travail pour faire un tour du monde, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc oui, je pense que c'est une réalité, mais que les médias qui aiment bien faire du drama, de la sensation, ont complètement éludé. C'est une réalité qu'il faudrait explorer. Évidemment. Baris ou Laurent, une petite réaction à ceci? Je peux ajouter que je suis peut-être dans le cas que je ne vais. Tu vas faire un tour du monde. Enfin, c'est un truc qui me trotte, hein, donc ça me trotte dans la tête de me dire est-ce que finalement ce que je fais ça me plaît ou pas. Il y a un côté qui me plaît, il y a des côtés qui me plaisent moins. Et là, c'est de me dire je vais peut-être finalement être forcé de réorienter. Et quelque part, c'est bénéfique et ça me permet aussi de me dire finalement, je peux peut-être finalement essayer de me dédier à ce qui m'intéresse vraiment et où j'ai la meilleure valeur ajoutée. C'est aussi ça. Il y a des trucs que je rêverais de faire. Hein. Je rêverais d'être une rockstar. Ça ne va pas arriver parce que je ne sais pas chanter. J'ai pas d'oreille musicale. Donc ça n'arrivera pas. Mais il y a d'autres trucs que je sais faire et je me dis il faudrait que je développe ces talents-là, que j'explore ces voies-là et que je teste. Parce que c'est clairement là où je pourrais peut-être avoir une valeur ajoutée et faire quelque chose d'autre que ce que j'ai fait jusqu'à présent en étant employé par d'autres. Qui est finalement un peu ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est de ne pas avoir l'indépendance que je souhaiterais complètement avoir. Même si on n'est jamais vraiment tout à fait indépendant, l'idée de se dire, ok, je suis quand même maître de mon temps, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Merci. Et Laurent, rien à ajouter? Lorenzo, rien à ajouter? Écoute... Il est déprimé. Ouais, là, non, c'est-à-dire que je m'étais dit le 13 mars que j'avais qu'un seul objectif, c'était de perdre une dizaine de kilos. Et pour moi, c'était beaucoup plus terre à terre que vous. Je me suis dit, bon, je vais me fixer un objectif comme ça, au moins ça passera plus vite. Et effectivement, ça passait plus vite puisque je me suis mis un objectif qui était très simple, c'était d'améliorer ma santé. Et j'y suis arrivé, donc je suis très content maintenant, comme je suis arrivé à mon objectif. J'ai qu'une seule envie, c'est de retourner travailler parce qu'évidemment, mon travail, je l'adore. J'adore aussi ce que j'ai changé dans ma vie avant le confinement, il y a des années d'ici, c'est-à-dire aller travailler à vélo, être beaucoup plus détendu. Et il y avait vraiment pas mal de choses que j'avais déjà changées, donc je suis content de les avoir changées avant le confinement. Évidemment, le confinement m'a pas vraiment aidé à évoluer dans ma manière de vivre. Donc oui, j'ai vraiment très envie que ça se termine. Oui. C'est surtout le manque d'interaction sociale, je pense, qui est difficile pour beaucoup. Enfin, pour moi, par exemple, j'avoue que ça a été assez compliqué. Mais je pense que c'est plus ces limitations-là plutôt que vraiment le confinement qui a été décidé, quoi. Oui, voilà, et on peut quand même avouer qu'on fait quand même pas mal de promenades entre nous et qu'on se donne régulièrement. Merci, j'ai jamais été. Tu veux venir faire une balade demain après-midi à Badon? Non. Si tu veux, tu peux, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as fini de travailler, on peut se promener à 3 maintenant. Ça a été décidé par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. C'est bon à savoir ça. Oui, donc allons nous promener et profitons justement de ce beau soleil que nous offre. Mais demain il pleut. Hein. Ah, demain il pleut. C'est pas grave, c'est dimanche. Tu vas aller chez ta maman demain. Mais oui, c'est la fête des mères, messieurs. N'oubliez pas. Il ne faut pas l'oublier. C'est bien pour les gens qui vont écouter le podcast et qui vont se dire c'est la fête des mères demain, mais non, c'était mai, la fête des mères. Hein, non, demain c'est l'été en fait. Et oui, je ne suis pas aussi sûr que toi que le podcast sortira le 20 juin. J'espère quand même qu'il sortira avant, Francesco. Je l'espère aussi. Ce sera plus facile à monter. Il suffira juste de télécharger les enregistrements. Et on va commencer l'un après l'autre. Abaddon, que t'es-tu retrouvé à faire pendant le confinement? Tu parlais de pâtisserie, tu parlais de lecture. Alors, première chose, un petit peu, comment as-tu occupé ton temps? J'ai énormément lu. Donc,
les 2 premières semaines, je pense que j'ai fait ça toute la journée. Je me levais le matin, je commençais à lire, et je m'arrêtais pas avant 4-5 heures de l'après-midi. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne faisais plus avant ou très peu. Et là, j'ai redécouvert ça. Donc pour vous dire à quel point j'ai dévoré 2 tomes de Outlander. Donc un tome faisant 1500 pages, je me suis déjà mangé 3000 pages comme ça assez rapidement. Puis j'ai complété avec d'autres petits livres qui attendaient sur la bibliothèque depuis très très longtemps. Donc voilà. Quoi d'autre? La pâtisserie, ça tu le sais, hein. Ah oui, ça. Oui. Donc tarte au citron, tarte bourdaloue, tarte aux pommes classique, plein de petits biscuits. Cuisine asiatique, donc tout ce qui prend du temps à cuisiner que je ne peux pas faire avant, je l'ai fait. Donc des petits tiaozi, des petits raviolis chinois, des petits pains fourrés chinois aussi, cuits à la vapeur. Quoi d'autre? Des bouillons en tout genre, du tofu avec de la sauce chinoise. Et puis alors énormément de jardin. Je pense que mon jardin est tellement entretenu que je peux faire payer des visites à présent. C'est devenu un parc national. Et ce serait combien? J'arrive. C'est un petit jardin, donc je ne demanderai que 5 euros. Ah, ça va, c'est bien ça. C'est raisonnable. Oui, mais oui. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais été aussi bronzé de ma vie, tellement j'ai passé du temps dehors. Donc, Et Outlander, c'est bien comment? Franchement, c'est top. Il faut pas regarder la série parce qu'au bout d'un moment, c'est comme dans Game of Thrones, ils ont dit merde au livre pour faire ce qu'ils voulaient. Mais ça se passe bien, c'est toujours des histoires de voyage dans le temps. Et d'amour alors? D'amour un petit peu à l'eau de rose ou pas du tout? Un petit peu à l'eau de rose, puis il y a quand même vachement du sexe. On voit bien que c'est des livres pour les filles. D'accord. Mais non, franchement, c'est bien construit, l'intrigue est super complexe. Non, tout est bien pensé. Non, c'est top. Sinon, j'ai lu un super livre qu'une de mes patronnes m'a prêté. On a un jeu comme ça avec une de mes patronnes, on s'échange des bouquins. Et elle m'a prêté un livre qui s'appelle Le Jardin des brumes du soir. Donc, elle me l'a prêté parce que ça avait vaguement pour thème le thé. Mais le thé est juste un prétexte. Donc, en fait, c'est plutôt... Non, il y a plein de trucs dans le livre. C'est énorme, c'est complexe. Globalement, ça se passe en Malaisie. Et c'est une ancienne juge qui écrit ses mémoires parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer et elle commence à tout oublier au fur et à mesure. Donc, elle écrit tout pour que ce ne soit pas perdu. Et elle explique une période de sa jeunesse où elle vivait dans une plantation de thé en Malaisie, à côté de chez un Japonais qui entretenait un jardin japonais. Et toute l'intrigue est très complexe parce que elle, en tant que sino-malaisienne, avait été enfermée dans un camp de concentration japonais pendant la guerre de 40-45 et avait fait la promesse à sa sœur qui est décédée dans le camp d'un jour ériger un jardin japonais pour elle. Et après la guerre, la seule solution est d'aller trouver un maître jardinier qui forcément est un japonais. Donc grosse tension et c'est vraiment très très bien écrit, c'est magnifique. Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous recommande. Redonne un peu le titre. C'est Le Jardin des brumes du soir. D'accord. Je ne sais plus l'auteur, mais c'est génial. Ok. Et alors, dans les pâtisseries que tu as fait, est-ce que tu en as une à recommander pour sa facilité peut-être ou autre chose? Ta maman le sait, la tarte bourdaloue. Forcément. Qui consiste en quoi? Éclaire un petit peu les autres invités et les auditeurs et auditrices. Une tarte Déjà bourdaloue. avec le nom, ça fait rêver. Hein. Ah oui, une tarte bourdaloue, c'est une pâte qui est croquante et bien beurrée, avec une belle couche de frangipane et des poires pochées au sirop de vanille. Ça y est, là, les claviers sont pleins de salive. Tu as faim, Francesco? Ah oui. Et c'est aussi facile que c'est bon parce qu'un pâtissier niveau débutant peut tout à fait le réaliser, n'est-ce pas, Max? C'est vrai, j'ai réussi à faire une tarte bourdaloue et elle était bonne. Comme de quoi, il ne suffit pas juste d'avoir des connaissances pour épater ses amis. Tout à fait. Justement, c'est dommage. Abaddon, tu viens de donner une question qui aurait pu être posée dans la dernière partie de l'émission. En fait, je suis dans la merde parce que c'était la seule question que j'avais préparée. Donc,
Bourdalou. La fameuse tarte Bourdalou. Et dernière question, un thé en particulier à recommander pendant ces longues heures de lecture, de bronzage? Je n'ai pas un thé à recommander. En fait, pour moi, le confinement a été bénéfique parce que dans ma position de petit sommelier, les gens veulent toujours me faire plaisir en m'offrant quelques grammes, voire parfois un sachet d'un thé qu'ils trouvent bon. Alors, parfois, effectivement, c'est une perle, mais souvent, c'est une daube. Et tous ces thés se sont accumulés dans un tiroir chez moi au fur et à mesure des années. Donc, j'ai pu faire un premier tri, vraiment retirer ce qui était imbuvable, et puis élaguer et boire tout ce qui s'est accumulé. Donc maintenant, j'ai un tiroir à thé, il y en a peut-être 5 ou 6, vraiment de très bons, et je peux repartir à zéro. Donc, fait une vente aux enchères pour vendre tous ceux qui sont dégueux. Moi, ce ne serait pas rendre service aux gens. Non, c'est sûr, mais au moins tu serais débarrassé. Non, mais sinon, quand on a des thés comme ça qui ne sont plus très bons, on fait du thé glacé, on rajoute des fruits dedans, et l'histoire est réglée. On en parle. Et ça passe. Et ben voilà, avec le soleil, une très bonne combinaison, c'était le thé glacé. Ah oui, oui, ça on en a fait souvent, évidemment. Allez, une petite recette pour ceux qui aiment bien le thé glacé. Ce ne sera pas du thé, ce sera du rooibos. Oui, car le rooibos n'est pas du thé. Le rooibos, ce n'est pas du Camellia sinensis. C'est une plante de la famille du hou qui pousse en Afrique. Enfin, soit. Attends, parce que là, on a perdu les auditeurs, là. Mais non. L'auditeur qui aime le thé appelle ça généralement thé rouge. Mais ce n'est pas du thé. Ce n'est pas du Camellia sinensis, ce n'est pas la famille thé. C'est la famille rooibos. Et c'est donc une plante, un petit arbuste africain qu'on laisse sécher et qu'on hache très finement. Ça fait plein de petites piques rouges comme ça. Alors, je vous conseille de prendre du rooibos nature. Maintenant, si vous voulez du rooibos parfumé, prenez du rooibos parfumé, c'est pas très grave. Vous prenez du rooibos à quantité de 15 grammes par litre. Pour ceux qui n'ont pas de balance de précision, ça fera 7 à 8 cuillères à café pour 1 litre. Vous le mettez dans l'eau froide. Vous ajoutez des fraises coupées en 4 ainsi que 2 bâtons de rhubarbe également coupés en petits morceaux. Vous laissez tout ça infuser pendant une nuit et boum, le lendemain, ça fait des chocs à pic. Je mettrai la recette en dessous du podcast, comme ça tout le monde l'aura. Super. On va passer à bonnes heures. Alors moi, le confinement, ça a été un peu comme toi, la redécouverte d'une passion que j'avais déjà depuis longtemps et que je partage avec l'hôte de cette soirée. Voilà. Et aussi la découverte d'un autre domaine que je connaissais pas du tout. Alors la passion en tant que telle, c'est le jeu vidéo. Il faut savoir que le jeu vidéo aujourd'hui, je trouve que c'est une passion qui est très compliquée. C'est très chronophage, c'est assez cher. Et quand on travaille, quand on a une vie active, je trouve que le jeu vidéo a quelque chose d'assez repoussant. Aujourd'hui, finalement, un jeu qui dure moins de 30, 40, 60, voire 100 heures de jeu, c'est compliqué, quoi. C'est presque le minimum syndical. Et là, c'est vrai que finalement, pouvoir me replonger dans des jeux, pouvoir arriver au bout des jeux, pouvoir le faire sans jouer pendant 3-4 mois, 2 heures par soir, pour arriver au bout d'une histoire, bah, ça fait quand même plaisir. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de jouer à un jeu assez original qui s'appelle A Plague Tale Innocence, qui est justement un jeu sur une épidémie dans une époque médiévale, une épidémie par des rats. Et je trouvais que c'était extrêmement approprié finalement à ce qui est en train de se passer, en plus d'être un bon jeu. Donc si vous avez l'occasion, il y a moyen d'y toucher pour pas très cher. Et alors l'autre domaine que j'ai un petit peu plus découvert, ce sont, alors c'est pas très fun de prime abord, mais ce sont les cours en ligne. Je me suis rendu compte en fait en essayant d'occuper mon télétravail qu'il y a de nombreuses universités, de nombreuses écoles qui proposent des cours en ligne, qui en l'occurrence ici sont offerts pendant le confinement. Il y a pas mal de plateformes qui vont grouper, synthétiser par thème, par domaine académique ces cours. Et en fait, je suis assez bluffé par la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut vraiment se former, s'intéresser sur des thématiques parfois très éloignées de ce qu'on ferait en temps normal. Et j'observe aussi le côté ludique, la façon avec laquelle aujourd'hui il y a moyen d'apprendre, mais de manière presque amusante, sans avoir l'impression de faire quelque chose de contraignant ou de pénible.
Et vraiment, c'est un domaine que j'ai fait dans un premier temps pour mon télétravail et puis finalement que je continue à faire parce que je suis engagé comme ça dans des processus d'apprentissage et que finalement, j'ai quand même bien envie d'aller au bout. Et attends, est-ce que tu parles d'université belge? Alors, il y a notamment des universités belges, notamment l'université de Louvain, qui fait pas mal ça. Il faut savoir qu'en fait, ça s'appelle des MOOC. Je ne connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est assez connu. Moi, je me suis intéressé plus aux universités américaines parce que c'était là que dans mon domaine d'études, il y avait le plus de choses. Mais je sais par exemple qu'il y a un site qui s'appelle FunMOOC qui lui s'intéresse uniquement aux sites francophones et il y a pas mal d'universités. Il y a l'université de Liège, l'université de Louvain notamment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des cours gratuits pendant les confinements et je dis les confinements parce qu'on va sûrement être confinés. Et ça vaut la peine, je pense, d'aller jeter un œil et vous allez peut-être vous découvrir des centres d'intérêt auxquels vous ne pensiez pas forcément. Alors, le site s'appelle FunMOOC, c'est ça? Voilà, tu tapes FunMOOC, M-O-O-C sur Google et tu devrais tomber sur le site qui ne contient que pour le coup des cours francophones, je pense. Eh ben, je regarderai, je mettrai le lien dans la description du podcast. Ok. Fun MOOC. Si j'avais déjà entendu parler des MOOC il y a quelques années, ça démarrait. Mais évidemment, maintenant, les professeurs ont dû un petit peu tâter le terrain. Mais c'est pas le cas de toutes les universités. Il y a des universités qui sont un peu plus à la traîne, question de l'enseignement à distance. On ne dira pas lesquels, mais voilà. Et puis ça dépend aussi beaucoup du prof, du domaine d'études, de la faculté. Enfin, par exemple, sur le site sur lequel je vais, qui s'appelle, je vais le dire à la belge, Coursera. Comme je vais éviter de me lancer dans un anglais approximatif. Là, on sent quand même que selon les domaines, selon les profs, c'est très variable à la qualité. Donc, si vous tombez sur un MOOC qui est très académique, très rébarbatif, attention, ne jugez pas trop vite. Il y a vraiment des MOOC qui se donnent beaucoup de moyens pour rendre le truc très ludique et interactif, finalement, beaucoup plus interactif que ce qu'on pourrait penser. Et voilà, n'hésitez pas à fureter un peu. Je pense qu'on a tous un peu plus de temps que d'habitude pour le moment. Donc, c'est peut-être l'occasion de, pourquoi pas, vous lancer dans des domaines qui vous sont inconnus. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est comme, en fait, c'est comme un cours à l'école. Là, il faut pas se reposer sur un seul prof parce que tu vas avoir plein de profs différents qui vont avoir plein de manières de donner les cours différemment et tu vas peut-être tomber sur celui ou celle qui va t'accrocher, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. C'est vraiment très, très, très variable. Je pense qu'il c'est aussi des cours qui ont un peu ce côté apéritif dans l'idée où c'est vraiment si tu veux aller plus loin après, voilà, n'hésite pas à faire un vrai cursus, évidemment, universitaire ou pas, ou en tout cas, de te lancer dans une formation peut-être plus complexe. Mais en tout cas, par ce côté, justement, apéritif, je crois qu'ils essayent vraiment de mettre en évidence, OK, c'est quoi les trucs qui vont accrocher la personne rapidement et efficacement dans ce domaine. Et comme ça, la personne peut rapidement, finalement, se faire un avis. Tiens, est-ce que ce domaine est pour moi? Est-ce que ce domaine n'est pas du tout pour moi? Et qu'est-ce que je peux en retirer aussi dans ma vie quotidienne et peut-être dans mes reconversions éventuelles? Très bien. Là, franchement, tu as très bien occupé ton télétravail en reprenant des formations. Henri Bambel. Ah non, Francesco. Quand je lis, forcément. Je couperai ça au montage, bien sûr. Bien sûr. Francesco, ton confinement, tu l'as occupé comment? Moi, le confinement, en fait, d'un point de vue travail, je suis dans... Ça te change rien. Ça te change rien. Moi, concrètement, je suis dans les chanceux qui ont gardé leur travail et qui ont gardé des choses à faire. Enfin, travaillant dans la diffusion d'une compagnie théâtrale, je fais partie des rares qui ont encore du travail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut gérer les annulations. Donc, comme beaucoup de compagnies, comme toutes les compagnies entre le mois de mars et le mois d'août, c'est-à-dire que toutes les représentations théâtrales sont annulées. Donc nous, dans notre cas, ça représente à peu près une quarantaine de représentations, donc c'est à peu près c'est 60% de la saison, donc c'est énorme. Est-ce que tu veux dire qu'après un carnage socio-économique, nous aurons aussi un carnage culturel? C'est assez clair, oui, parce que il va y avoir forcément un embouteillage, parce que
les dates qui devaient être jouées maintenant, donc c'est-à-dire en mars, avril, mai, juin, etc., bah, pour certaines sont annulées purement et simplement, et pour d'autres sont reportées, alors soit en octobre-novembre, soit en 2021. Et donc ça veut dire que les créneaux disponibles, qui n'étaient déjà pas énormes dans les centres culturels, dans les théâtres, etc., bah, ils vont être pris en fait par tous ces reports, et donc du coup il n'y a plus de place pour de nouveaux spectacles, etc. Donc pour le milieu artistique et culturel, donc non seulement d'un point de vue subvention, bah, les artistes, eux, bah, ceux qui n'ont pas le statut d'artiste, bah, purement et simplement ils touchent zéro, parce qu'ils n'ont pas droit au chômage ou au chômage ridicule. Donc c'est-à-dire que eux ne peuvent espérer avoir un salaire que quand ça reprendra, donc c'est-à-dire en octobre, si on ne subit pas une deuxième vague et un reconfinement, etc. Donc, parce que la culture, en effet, c'est quand même l'endroit le plus... Enfin, une salle de spectacle, quand on se retrouve à 200, voire plus, les uns sur les autres pendant 1 heure et demie, c'est sûr qu'au niveau propagation du virus, c'est l'idéal, quoi. Donc, c'est sûr qu'avec les cafés, ce seront les derniers à réouvrir. Donc voilà, c'est sûr que d'un point de vue culturel, ça va être les petites compagnies, en tout cas, il y en a quelques-unes qui vont devoir mettre la clé sous le paillasson, ça c'est clair. Mais voilà, pour les autres, il va falloir voir comment d'un point de vue financier, ça va pouvoir se remettre en place avec toutes les annulations, quoi. Et donc voilà, moi, niveau confinement, ben, je suis toujours à temps plein et en télétravail, donc ça ne change pas grand-chose pour moi. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que il y a beaucoup moins de touristes. Et donc, du coup, je dirais que ça crée une bulle d'oxygène dans les villes et dans les endroits touristiques. Enfin, moi qui ai habité dans les Alpes-Château, puis maintenant du côté de La Roche-en-Ardenne, où c'est très touristique, eh ben, ça respire, quoi. Et à Venise, en Espagne, etc., ben, on sent que ça fait du bien quand même qu'il n'y ait plus cette surmasse touristique qui pollue un peu la vie des habitants, quoi. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. À toi aussi, tu utilises le hashtag Nous sommes le problème. Oui, oui, je sais pas s'il existe ce hashtag, mais oui. Moi, je l'ai vu un peu passer sur Internet. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. La nature reprend ses droits. Oui, c'est ça. Ouais, c'est chouette, mais donc, enfin, je ne pense pas qu'en fait ce confinement changera quelque chose une fois qu'on reviendra à la normale, d'un point de vue écologique ou d'un point de vue consommation, parce que bon, voilà, rien qu'à voir ce que Amazon se fait comme thune en ce moment avec le confinement, ben, je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à une réelle transition hors capitalisme, quoi. Oh, sans doute que non, sans doute que non. Tout le monde c'est assez mal parti. Voilà. Bon, enfin bon, on remarque que tu vis bien le confinement. Tant mieux. Bah écoute, oui, moi ça va. Ça reste assez. Bon, ce qui est compliqué, c'est vrai que c'est de ne plus se voir entre potes et en famille. Ça c'est clair que. Mais finalement, alors tu n'auras pas de recommandations culturelles aujourd'hui pour nous, si, il y en a. Si. Si, il y a tout à fait moyen d'accéder à la culture, même confiné, quoi. Et d'autant plus, c'est le moment pour tous ceux qui ont moins de travail ou qui ne travaillent plus, c'est peut-être justement l'occasion, comme Abaddon le disait tout à l'heure, c'est l'occasion de replonger dans les livres qu'on n'a pas pu lire, c'est l'occasion de voir des spectacles qu'on n'a pas pu voir, qui sont disponibles en ligne. Enfin voilà, c'est toute une série d'éléments comme ça qui sont disponibles sur Internet. Enfin, les opéras par exemple remettent en ligne. L'opéra, c'est vrai.
Voilà, l'Opéra Royal de Wallonie, par exemple, chaque semaine, ils mettent un opéra en ligne et donc il est sous-titré et c'est en qualité, en super bonne qualité, quoi. Donc, Et où est-ce qu'on peut retrouver ça? Et bien sûr, le site de l'opéra, donc c'est opéraliège.be. Ça s'appelle l'opéra chez soi. Et alors, voilà, et tous ceux qui sont déjà passés avant, vous pouvez les voir aussi. Donc il y a, je ne sais pas moi, il y a Madame Butterfly, Carmen, voilà, Barbier de Séville, Macbeth, etc. Et c'est l'occasion aussi de se dire, bon, comme on n'a jamais pu aller à l'opéra, par exemple, parce que ça coûte trop cher ou pour X raisons, il suffit de se mettre dans son fauteuil, de s'installer confortablement avec sa bière et voilà, et on se regarde. De se programmer 4-5 heures de temps libre. Oui, non, il y a des opéras qui sont plus courts, hein. Enfin voilà, il y en a qui peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures. Mais Orphée Eurydice, mais ça dure 1 heure et demie, donc ça, tu vois, il y en a de vraiment tous les canevas. Ah ouais, complètement. Donc, ça c'est vraiment l'occasion de faire ça. Et puis par exemple sur Rovio pour des pièces de théâtre, si vous n'avez jamais pu voir des spectacles qui ont été faits par des compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur Rovio gratuitement, il y a, je pense, une vingtaine de pièces de théâtre qui sont là et qui sont super chouettes, que même moi, enfin, qui vais voir beaucoup de spectacles que je n'avais jamais vus. Par exemple, La Convivialité, c'est une pièce de théâtre sur l'orthographe et sur toute sur l'importance qu'on met à l'orthographe, alors que c'est quelque chose qui a été fait de façon extrêmement empirique. C'est absolument génial cette pièce. Par exemple, dans cette pièce, on apprend que pourquoi est-ce qu'on met un X à cheveux ou les mots en E prennent un X. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. En fait, c'est un défaut c'est une rapidité d'écriture des moines du Moyen Âge. En fait, eux, quand ils écrivaient, donc c'était souvent sous la dictée des textes religieux, eh bien le US à la fin, pour gagner du temps dans l'écriture, ils le remplaçaient par un X. Donc, c'est-à-dire que tous les US devenaient des X. Enfin, ça ressemblait à un X, mais pour le moine du Moyen Âge, c'était un US. Et quand au XVIIe, XVIIIe siècle, les personnes sont revenues sur ces textes-là et ont vu le X, eh bien eux, ils ont pris ça comme un réel X, et donc c'est-à-dire qu'ils ont mis des X à cheveux, etc. Tous les pluriels en E, mais alors que le X est déjà un US à la base. Donc en fait, cheveux, si on l'écrit avec le X en plus, ça fait cheveux avec 2 US, quoi. Donc ce X n'a absolument aucun sens, quoi. Et toute une série de choses comme ça qui font que, en fait, l'orthographe tombe complètement de son piédestal et ça remet beaucoup de choses en question. Moi qui était fervent défenseur de l'orthographe traditionnelle, etc., qu'on nous a fourré à coups de marteau dans le crâne, etc., en fait, finalement, ce sont des décisions arbitraires de savants du XVIIe, XVIIIe siècle qui ont essayé de reprendre des textes anciens et qui ont compris à moitié les choses, quoi. Donc c'est une super pièce qui est gratuite sur Rovio, qui s'appelle La Convivialité. Enfin voilà, il y a plein d'autres pièces comme ça, et voilà, utilisons les médias qui sont là pour justement relire des textes ou voir des spectacles qu'on n'a pas vus, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi parce que pendant le confinement, je me suis fait cette réflexion de l'étonnant pouvoir de la culture face à la télévision, en fait. Ça m'a assez choqué. Je sais pas si il y en a très peu parmi vous qui sont téléphages, je crois. Mais depuis le début du confinement, les chaînes de télévision sont en train de s'effondrer parce qu'elles fonctionnent principalement grâce à la publicité. Or, comme nous ne consommons pas ou comme nous ne sortons pas pour consommer, beaucoup d'entreprises ont choisi de ne plus faire de publicité à la télévision. Donc, du coup, il n'y a plus de rentrée d'argent pour les chaînes de télé. Donc, du coup, ils n'ont plus les moyens d'acheter et de programmer des films. Donc, on se ramasse que des daubes, que des émissions qui ont déjà été enregistrées avant ou des vieux films. Donc, pendant le confinement, on a eu droit à tous les De Funès, on a eu droit à certains films de Noël, étrangement. Donc, la qualité de ce qu'on voit à la télé est en train de baisser. Et même sur des chaînes comme Arte, etc., même la qualité des documentaires est bof parce qu'ils n'ont plus les moyens d'en racheter. Par contre, la culture, ça monte parce que les gens qui travaillent dans le milieu de l'opéra, du théâtre, etc., veulent juste partager. Ils ne font pas ça pour l'argent. Et j'étais vraiment étonné de me rendre compte qu'il n'a jamais été aussi facile de regarder un opéra, de regarder une pièce de théâtre, de se procurer des textes. Et ça aussi, c'était un plus du confinement. On voit vraiment un petit peu ce qui était colosse au pied d'argile dans notre société et ce qui est réellement fort, je trouve. C'est ça. Maintenant, il faudra voir si ça va embrayer et si justement
le fait de voir tout ça chez soi va embrayer sur le fait d'aller les voir en direct après. Je n'en suis pas certain, parce que du coup, quand c'est gratuit et quand c'est chez soi, c'est facile, tandis que aller voir un opéra, se déplacer, voir une pièce de théâtre, ben, ça demande de l'effort. Donc il faudra voir si du coup ça va suivre de ce côté-là, parce que voilà, pour les artistes, c'est sûr que ben voilà, tant qu'il y a de la culture, il faut la partager, c'est le but, et c'est sûr que les artistes ne font pas ça pour l'argent, sinon ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté, quoi. Donc, mais ils ont besoin de vivre quand même, donc ils ont besoin d'argent, et donc pour ça, il faut aller les voir en vrai, quoi. Eh bien, merci d'avoir partagé votre avis sur la Cool Tour. Elle n'est peut-être pas finie, peut-être pas. On l'espère en tout cas. Ouais. Avant de, je ne sais pas si Abaddon avait une actualité ou pas. Une actualité. Oui. Je ne sais si tu en as, c'est bien. Si tu en as pas, c'est pas grave. Il y a la recette. Oui, d'actualité, c'est vraiment très compliqué parce que je n'ai eu accès à rien. Donc normalement, c'est la période la plus intéressante pour moi. C'est la période où je reçois tout l'été de printemps. Donc dans le milieu du thé, c'est le top du top, c'est le champagne. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Darjeeling est pratiquement à l'arrêt. Le Népal également. La Chine et le Japon, ça devrait fonctionner, mais c'est pas encore arrivé. Pour ceux qui connaissent un petit peu la difficulté, Darjeeling était un terroir qui était déjà fort précarisé parce que quand les Anglais sont partis, les Indiens qui ont été mis en charge des plantations ont voulu vivre une vie de saïb, donc n'ont plus voulu se salir les mains, ont fait venir des Népalais pour faire le sale travail à leur place. Il y a 4-5 ans, les Népalais se sont rendus compte qu'on les exploitait et sont retournés faire du thé chez eux. Et ça fait déjà 4-5 ans que Darjeeling est dans la panade, avec des grèves qui se succèdent, etc., etc. Et cette histoire de coronavirus et de confinement n'a fait que mettre un clou en plus dans le couvercle du cercueil qui les enferme. Donc, dans les conférences et les cours que je donne sur les thés d'Himalaya, d'Inde, de Darjeeling, je dis toujours qu'il va falloir attendre 5-10 ans pour voir si ce terroir ne va pas tout doucement s'éteindre au profit du Népal. Et je pense que effectivement, ce qu'on est en train de vivre est un élément en plus. Donc voilà, ce sera peut-être l'actualité que je vais vous donner. C'est l'ancienne actualité. Pour le moment, ça va être, Darjeeling se meurt encore un peu plus que d'habitude. Ça va. Et la suite. Je voulais demander est-ce que Lorenzo s'était trouvé comme passion à part la marche à pied? J'ai failli m'endormir là en fait. Il était 1h30, je me suis dit oh là là. Déjà j'ai une question, est-ce que le podcast a un peu changé parce que le X de cheveux, la pâtisserie, les questions du jeu de fin sont réparties un peu dans tout le podcast. Vous n'êtes pas suivi. Oui, non, ça arrive. Le toi aussi et pas de tes amis arrive, t'inquiète pas. Non, mais alors, je veux abonder dans le sens d'Abaddon sur, par exemple, Arte, parce que moi, je profite quand même du confinement pour rattraper pas mal de choses que j'avais pas vues. Il faut savoir qu'Arte publie énormément de choses en ligne, et c'est vraiment super, super intéressant de récupérer ça. Et ils ont créé une émission pendant le confinement qui s'appelle Viral, qui est 10 minutes chaque jour de contenu des journalistes qui sont aux 4 coins du monde et qui font qu'on s'évade un petit peu en voyant comment ça se passe la gestion du virus, par exemple en Irak, ce qui est quand même toujours assez surprenant de voir comment des pays super pauvres qui ont connu la guerre pendant des années arrivent à se démerder avec un virus. Et on se dit parfois qu'ils ont un peu plus de moyens que la Belgique, ce qui est quand même fou, quoi. Pays comme le Soudan et comme l'Irak arrivent à se démerder pour prendre la température des gens à l'entrée des magasins. Enfin, déjà, il y a des magasins en Irak, ce qui est déjà une info. Et puis ensuite, on arrive à prendre la température des gens à l'entrée. C'est quand même dingue. Alors qu'ici, les magasins ont dû fermer. Oui, voilà. Ensuite, moi, ce que j'adore regarder avant d'aller dormir, ce sont des vidéos, des caméras qui sont placées dans les cabines de pilotage des trains. Et donc, j'ai eu l'idée de chercher un petit peu les meilleures vidéos dans ce domaine. Et je pense Verviers, bien sûr. Bien sûr, ouais. Évidemment, Verviers-Bruxelles, c'est super. D'ailleurs, les lignes de train suisses, elles permettent de s'endormir en regardant un paysage absolument à couper le souffle. C'est absolument incroyable de suivre ce genre de choses. Évidemment, je m'endors assez vite, mais c'est vraiment superbe
à regarder. Il y a aussi 2 choses que je fais pendant le confinement, c'est aussi me former, parce que vu que je suis informaticien, ça c'est important. Et là, je peux simplement citer le site codecademy.com, qui permet évidemment d'apprendre un paquet de langages. Et comme tout bon informaticien, je débute des cours et je les termine jamais. Là, c'était l'occasion de les terminer. Et enfin, moi, les jeux vidéo, je peux en parler aussi, car il y a la sortie de Street of Rage 4 Ouh là là. ce mois-ci, qui est absolument, alors là, fantastique jeu Tu as qui essayé? rappelle les années. Oui, bah bon, j'ai fini par regarder une vidéo de démonstration qui a été publiée sur le site du Monde. Le jeu est absolument superbe, le gameplay est fantastique et ça me rappelle mes années d'adolescence que je passais sur la Super Nintendo à jouer à Street of Rage 2. Car Sauf c'est que maintenant, quasi... c'est dessiné et c'est plus en pixels. Voilà, et c'est en HD, quoi. C'est vraiment superbe. En 16 Car neuvième. ouais, l'histoire du jeu est quand même un petit peu chouette, quoi. On incarne 4 justiciers qui vont dégommer la mafia qui est présente en ville. Et pour le 4e épisode, en fait, on doit juste buter des flics parce que la mafia est représentée par des flics véreux. ça va cartonner. Et puis voilà, maintenant, je pense qu'il est quand même grand temps que le confinement se termine parce que je suis un peu à court d'idées. Et là, je viens d'en avoir plein. Merci Egan de m'avoir conseillé d'aller voir les opéras parce que c'est vraiment quelque chose que je faisais plus du tout depuis des années. Effectivement, ça coûte un peu cher. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'est quand l'opéra était encore en travaux et qu'il y avait une tente à Bavière, voilà. Oui. Donc ça fait vraiment longtemps que j'y suis plus allé. Et oui, c'est l'occasion. Voilà. Bon, bah maintenant, je pense que pour jouer, là, non? Bah oui, je pense que, sauf si Bunzer a un autre jeu à recommander qui prend du temps pour un prochain reconfinement. Bah écoute, plus qu'un jeu, moi j'ai envie de recommander surtout des services. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo essaye de se calquer un petit peu sur le modèle Netflix, etc., avec vraiment un abonnement et l'accès à tout un catalogue. Et aujourd'hui, si vous avez un PC, une PlayStation ou une Xbox, vous avez des services qui font des offres très agressives. Sur PlayStation et sur PC, vous avez le PlayStation Now, qui n'offre que 7 jours d'essai, mais 7 jours d'essai quand on est confiné, c'est quand même long. Ça permet de faire le dernier Tomb Raider, ça permet de faire Control, qui est un excellent jeu très récent, ça permet de jouer aux grosses exclusivités de la PlayStation. Mais alors là où ça devient magique, c'est ce qu'on appelle le Xbox Game Pass, qui est donc un service similaire, mais qui se trouve sur PC ou sur Xbox. Et là, leur offre est très très agressive parce que pour 1 €, on a 1 mois de jeu entièrement avec tout compris dedans, donc tout un ensemble de jeux. Il y a des gros jeux avec un très gros budget comme le dernier jeu tiré du Seigneur des Anneaux, comme le dernier gros RPG qui s'appelle Kingdom Come pour ceux qui connaissent, avec également toutes les petites perles indépendantes, hein, le tout nouveau Theme Hospital, tout ce qui va être les petits jeux téléchargeables de plateforme, etc. pour 1 €. Donc moi je vous cache pas que ça m'a permis de découvrir pas mal de jeux vers lesquels je n'aurais peut-être pas été si j'avais dû les payer prix plein. Par exemple, là je suis en train de jouer à Yakuza 0, qui est particulièrement magique. Ça se passe évidemment dans les triades japonaises. Ça veut dire que comme Street of Rage, tu tapes des flics? Ah, là, pour le coup, on tape à peu près tout ce qui bouge avec des vélos, des pancartes, des cônes de chantier. C'est très folklorique. Et c'est un jeu vers lequel je n'aurais jamais été, enfin en tout cas difficilement été en temps normal. Et là, je dois avouer que pour 1 €, c'est un vrai plaisir. C'est très japonais, donc il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues, une grosse histoire avec des twists à peu près toutes les 2 minutes. De la musique. Voilà, de la musique évidemment, avec les petites mandolines qui font plaisir. Et je recommande en tout cas, si vous ne savez pas quoi faire, que vous avez un PC correct, si vous avez 1 € sur votre compte en banque, n'hésitez pas, abonnez-vous peut-être au Xbox Game Pass sur PC, qui est plus intéressant, je trouve, que le PlayStation Now, et vous aurez une bibliothèque de centaines et de centaines de jeux pour tous les goûts, tous les genres, et là, je peux vous assurer que le confinement va passer très vite. Eh ben, merci beaucoup. Je vais laisser à Francesco alors le plaisir de nous récréer avec toi aussi et pas de tes amis.
Toi aussi, épate tes amis. Mais récréons-nous. Oui. Ben voilà, donc toi aussi et par tes amis, je ne ferai pas l'affront de réexpliquer les règles. Je vais juste vous redire que comme nous sommes dans une condition assez particulière au niveau du jeu, faisons comme Sophie Wilmès l'a dit, c'est-à-dire que nous allons passer un contrat de confiance entre nous, où vous vous engagez vis-à-vis de moi à ne pas tricher de chez vous, parce que je sais que vous êtes devant votre PC et qu'il sera extrêmement facile de taper certaines questions dans Google pour trouver la réponse. Donc, s'il vous plaît, soyons confiants entre nous et voilà. Comment est-ce qu'on fait, cher Francesco, pour la parole, parce que ça va être compliqué. Voilà, on va essayer de faire comme on peut. On va garder le système des 3 minutes, hein, donc 3 minutes pour trouver la bonne réponse, 2 points pour celui qui donne la bonne réponse en premier, enfin collective, 1 point pour celui qui trouve dans les 3 minutes, et si vous ne trouvez pas après les 3 minutes, eh bien c'est 2 points pour l'ignorance. Donc, et si l'ignorance gagne, on verra bien ce qui se passe. Mais donc, pour l'instant, l'ignorance n'a jamais gagné. Donc, et je rappelle aussi que Max est Lord épatant, puisque tu as 4 victoires à ton actif. Oui, mais il faut rappeler qu'il me semble Abaddon est écuyer épatant. Oui, il est écuyer épatant parce qu'il a 2 victoires, je pense, si ma mémoire est bonne. Je pense que oui. C'est ça. Donc voilà, essaye d'en avoir une 3e, et puis les 2 autres, Bonzer et Lorenzo, vous en êtes à 0, je pense. Donc c'est le moment de vous démarquer. C'est le moment. C'est le Moi, moment. je ne cache pas que je compte sur la victoire de l'ignorance, moi, hein, clairement. Pareil. Je veux marquer les esprits. Hein. Oui, mais je comprends bien, mais là, voilà, à 4, normalement, ça devrait aller. Et comme on est le 9 mai, il y a 9 questions, donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu... Voilà, où on en est. Bon, on va commencer par une question liégeoise. Donc, à mon avis, vu que vous êtes tous les 3 liégeois, il y a quand même une chance... On est tous un peu liégeois. Voilà, on est tous liégeois, mais donc... Tous les 4, vous êtes liégeois, donc il y en a peut-être l'un d'entre vous qui le saura. En tout cas, moi, je ne le savais pas et je trouve ça intéressant. Pourquoi est-ce que le pont Atlas s'appelle comme ça? Parce que les gens prennent leur atlas et lisent dessus pour trouver les endroits où ils doivent aller. Non. Non, là, t'as raté un super épatage, mais donc je confirme que tu es du côté de l'ignorance, hein, parce que tu n'y croyais absolument pas à cette réponse. Est-ce que je peux avoir mes 2 points ou pas du tout? Non, tu auras moins de 2, toi. Est-ce que c'est dû à sa capacité à porter une lourde charge? Non. Ah comme quoi, vous ne le savez pas, ça c'est marrant. Est-ce que c'est en rapport avec l'exposition universelle? Non. Pourquoi est-ce qu'il y a X à cheveux? C'est pas la question. On a déjà répondu tout à l'heure. Le pont Atlas. Est-ce que ça a un rapport avec l'Athénée Atlas? Non, non, l'Athénée a son nom du pont Atlas, mais le pont Atlas, il a son nom Atlas parce que ça sort un peu de nulle part, ce truc-là. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi le pont Atlas s'appelait Atlas? Son architecte? Attends, j'ai pas entendu, quoi? C'est dû à l'architecte, il s'appelait Atlas? Ah, non, c'est pas le nom de l'architecte, mais c'est le nom de quelque chose. C'est le nom du Titan. Non, justement, non, ça n'a rien à voir avec... la mythologie? Non, du tout. Ah. Quelque chose. Est-ce que c'est lié à la localisation du pont dans la ville? C'est pas pendant son installation, non. Il était déjà installé. En fait, je ne sais pas quel nom il portait avant, mais il portait un nom avant, et c'est suite à quelque chose qu'il s'est appelé ainsi. Nous en sommes à la moitié du temps réglementaire. Est-ce qu'il y a un rapport avec les gens qui habitaient autour? Non. Ah attends. Le pont, pour le moment, il doit être élargi. Et je sais que des gens se sont plaints parce qu'on allait enlever quelque chose du pont. On va enlever la stèle où il est marqué justement ce qui est intéressant pour nous. Oui. Exactement. Et donc cette stèle, elle est là pour quoi? La stèle, c'est en Atlante. Elle est là pour porter. Elle est sculptée? Non, ce n'est pas. Non, la stèle évoque quelque chose. Parle d'un événement. En fait, le Atlas, il y a un événement qui s'est passé à Liège, un événement historique qui fait que ça s'appelle Atlas. Oh. Mais il n'y a pas c'est pas la guerre mondiale ou alors un problème avec un charbonnage? Alors, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, oui, en effet. Ça se passe même en 1917. Il reste 30 secondes.
Et en 1917, il y a plein de choses qui se sont passées. Il n'y a pas eu une révolte d'ouvriers ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas une révolte d'ouvriers. Est-ce que ce ne serait pas que le pont a porté le départ de troupes massives d'un endroit vers un autre? Non, pas de troupes massives, il reste 10 secondes. C'est une seule personnalité, mais très importante. Attention, 3 secondes. Le pont par lequel on a été libéré. Et non, et les 3 minutes sont passées, non. Non, voilà, je pensais que vous le saviez, mais donc comme moi vous étiez ignorant, et je crois que peu de gens savent pourquoi le pont Atlas s'appelle ainsi, parce que en fait dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, l'équipage d'un remorqueur, un remorqueur qui s'appelait l'Atlas V, a tenté une action risquée, c'est-à-dire faire sortir une centaine de personnes de la zone occupée par les Allemands. Et donc aux commandes on retrouve le capitaine Jules Hengens. Et donc, cette épopée en fait nautique est devenue un fait d'armes majeur de la Grande Guerre à Liège et est toujours commémorée aujourd'hui, en effet, par un monument qui est placé sur le pont Atlas. C'est une stèle qui fait la fierté de ses descendants, du capitaine en question. Mais alors, les travaux du tram, pour l'instant, bon, qui sont à l'arrêt à cause du coronavirus, mais bon, on ne désespère pas qu'ils arrivent au bout, en fait, vont nécessiter le déménagement de ce monument et la stèle pourrait donc être placée parce que peut-être qu'en faisant votre jogging sur le pont Atlas, vous avez remarqué qu'il y avait une stèle avec un bateau. Oui, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà lu et je ne m'en souvenais pas. Et bien voilà. Mais cette stèle pourrait être placée suite aux travaux du tram sous le pont, comme ça elle sera encore moins vue qu'elle ne l'est maintenant. Donc voilà. Et malheureusement, ça fait déjà 2 points pour l'ignorance. On commence très très mal là. Ça peut encore se rattraper. Ça peut se rattraper. Il reste 8 questions. Allez, question suivante. Quelle noce célèbre-t-on après 100 ans de mariage? Pardon? Oui, ça existe. Donc, bon, on sait bien. Bon, les noces après 25 ans de mariage, ce sont les noces de quoi? Bref, écoute. Une question à la fois. On n'est pas assez mariés ici pour. Vous ne savez pas 25 ans de mariage sérieusement? Vous ne savez pas? Non, 25 ans c'est argent. Bon, 25 ans c'est les noces d'argent. 50 ans ce sont les noces d'or. Noces d'or, très bien. Et 100 ans, qu'est-ce qui est plus précieux que l'argent et l'or? Voilà la vraie question. Platine. Ah, platine, alors non, platine, c'est que je regarde, je crois que c'est 60. Le diamant. Non, 60, c'est diamant, pardon. Platine, c'est 70 ans de mariage. Donc, il faut quelque chose d'encore plus précieux que le platine. Noce de Bitcoin. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un minerai? Enfin, tu vois, est-ce que c'est du métal ou quelque chose? Non, c'est une matière, mais ce n'est pas un minerai. C'est papier. Non, papier, c'est 1 an de mariage, ça. Ah. C'est du végétal? C'est pas du métal. Noce de terre de lune. Ah, végétal. Non, c'est pas du végétal, non. Est-ce que c'est du tissu? Non. Ok. C'est de la matière terrestre? C'est de la quoi? C'est de la matière terrestre? Terrestre, qu'est-ce que tu entends par terrestre? Noce d'étoiles. Oh, c'est mignon. Franchement, tu préfères de la poésie. Non. Noce de poussière, parce qu'à 100 ans, en général, on sait ce qui arrive. Hein. Non. Ben bon, ici, personne n'est jamais arrivé à 100 ans de mariage, hein, entendons-nous, mais le terme existe. Noce de lune. Non, mais c'est une matière qui existe, hein, donc on peut retrouver sur la Terre, et c'est vrai que c'est assez étonnant de la retrouver après l'or, le platine, etc. Est-ce que c'est liquide? C'est liquide, oui. Est-ce que c'est les noces d'eau? Oui. Oh bien, Abaddon. Excellente réponse, Abaddon. Oui, c'est les noces d'eau. C'est étonnant. C'est-à-dire que l'eau est le bien le plus précieux qui existe, en fait. Sur l'échelle du mariage, en tout cas, 100 ans, c'est le maximum. Et c'est l'eau qui est le plus précieux. Juste en dessous, 90 ans. Ah, oui, bon, ça, voilà. Bon, 90 ans, c'est les noces de granit. 85, c'est les noces d'uranium. Curieusement. 80 ans, les noces de chêne, 79 bambou, 78 ébène, etc. Quoi. Et qui arrive aux noces de bambou ou aux noces de chêne? Eh bien, des gens qui se marient très très tôt et qui vivent très longtemps. Je ne sais pas où en est le record, mais en tout cas, 100 ans, ça n'est jamais arrivé. Pas forcément. Ben oui, 100 ans, il faut être balèze, hein. Faut être balèze. Bon, premier point pour Abaddon, les autres, ben voilà, on va se réveiller un petit peu avec la question suivante, qui est une question parisienne. Bon voilà, je ne sais pas si vous y connaissez en Paris, mais donc voici la question.
si toutes les autres grandes villes françaises en regorgent, que ne trouverez-vous pas à Paris, même en cherchant très très bien? Et ce genre de choses, vous pouvez le trouver aussi dans des villes belges ou dans des villes, enfin dans plein d'autres villes de tous les pays. Mais à Paris, vous n'en trouverez pas. C'est Paris. J'ai rien compris. Abaddon. Une fontaine? Non, ça y en a. Non, à Paris, il y a plein de fontaines. Je J'ai dépense. Une circulation vers Paris. J'ai pas entendu. Non, mais bon, tu n'as pas de taxe de circulation qui donne la direction de Paris. Tu en as dans d'autres villes, mais pas dans Paris. C'est pas bête, mais alors tu n'es pas loin de la réponse. C'est les panneaux stop. Eh oui! Eh oui! Oh oui, Bunzer s'est réveillé. Oui, J'ai exactement. vu l'info, il y en avait un, ils l'ont enlevé il y a quelques mois, donc il n'y en a plus du tout. Exactement. C'était il y a un peu plus longtemps que ça. C'était en 2013. Mais donc, en effet, il y a aucun panneau stop dans Paris. En fait, le tout dernier panneau stop a été retiré en 2013. Il se retrouvait sur le quai Saint-Exupéry, donc dans le 16e, à la sortie d'une entreprise de matériaux de construction. Et donc, voilà, originalité typiquement parisienne s'il en est, puisque dans toutes les villes françaises en ont, enfin, c'est clair. Et c'est un choix pragmatique pour fluidifier le trafic, en fait. C'est la préfecture de police qui justifie ça, qui privilégie la priorité de droite dans les rues de la capitale, jusque dans les ronds-points, comme dans celui de le célèbre rond-point de l'Étoile. Voilà, c'est chaque fois la priorité de droite qui est de mise. Et oui, bravo, Bunzer. Je le savais, mais je ne sais pas comment, mais je le savais, j'avais entendu quelque part, je ne sais plus où. Mais en fait, si les autres t'avaient laissé parler, t'aurais pu faire un super épatage. Bah, je voulais pas trop me la raconter non plus, tu sais. Ah oui, c'est ça. Bon, allez, on va rester à Paris, on va voir si ta connaissance parisienne est toujours au top. Lorsque les 20 arrondissements sont créés en 1860, leur numérotation se fait de gauche à droite, sur 2 lignes. C'est la façon normale de les numéroter. Donc, si l'on suit cette logique, en fait, le 16e arrondissement actuel aurait normalement dû être le 13e. Moi, je sais, j'ai vu l'autre jour, je sais. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas? Parce qu'ils sont superstitieux et ils détestent le numéro 13 et du coup, ils ont dû le changer parce que, pour pas que les quartiers nobles soient dans le 13e. Et c'est un super épatage d'Abaddon, oui! Ah voilà, bien joué, et comme ça on est sûr que l'ignorance ne gagnera pas. Pour l'instant, en tout cas, elle est dépassée par Abaddon. Oui, en fait, C'est pour ça qu'ils ont fait les arrondissements en escargot. Tout à fait. Ben oui, en fait, c'est tout à fait ça. Donc, les habitants du 16e arrondissement, voilà, ils voulaient absolument pas qu'ils soient les 13e, parce que il y a la mauvaise réputation du chiffre 13. Mais alors, il y aurait aussi l'expression se marier à la mairie du 13e, signifiait dans le langage populaire vivre en concubinage, puisqu'il n'y avait pas de 13e arrondissement. Donc on disait, voilà, se marier à la mairie du 13e, c'était vivre en concubinage, donc hors mariage. Donc c'était une honte pour une époque particulièrement puritaine. Et tant pis pour les 900 mariés du 13e en 1880, voilà, ça a été changé, et tant pis pour eux, quoi. Donc voilà, bonne réponse à Abaddon. Ça fait 3 pour Abaddon, 1 pour Bunzer. Lorenzo s'est endormi et Max est sur la bonne voie aussi. Même pas. Question suivante, mais ça, je pense que ça va réveiller Lorenzo. Quel est l'animal qui produit les plus grands spermatozoïdes? Je veux rester modeste, quoi. Oui. Est-ce que c'est un insecte? Oui. C'est la punaise de lit. Non. La fourmi. Non. Non. Non plus. Attends, c'est pas le scorpion, non. Non. Est-ce que ça a 6 pattes ou 8 pattes? C'est un insecte, c'est 6. Ouais, normalement. Oui, c'est 6. La menthe religieuse. Non. Est-ce que ça a des ailes? Oui. La mouche? Oui. Oui, bonne réponse, Lorenzo. Je savais que tu répondrais à cette question. Et plus précisément, c'est la mouche drosophile. Donc, c'est une mouche. Qui est particulière. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus grand spermatozoïde n'est pas produit par un hippopotame ou une baleine. Voilà, ce serait un peu. Enfin, vous n'avez pas pensé à ça, mais moi, c'est ce à quoi j'ai pensé. Mais c'est par un insecte qui fait 3 mm. Donc, la Drosophilia bifurca, donc la mouche drosophile, qui produit des spermatozoïdes qui atteignent les 6 cm. Alors que l'insecte n'en mesure que 3 mm. C'est celle qui vient virevolter à côté de ta bouteille de vin quand tu viens de la déboucher, ça.
Je ne pense pas. La drosophile, c'est Ah non, c'est pas la même, c'est pas la même. c'est vraiment c'est d'une couleur verte très typique comme ça. C'est un peu brillant. Oui, d'accord. Qui a des propriétés aphrodisiaques aussi. Et c'est pas d'ailleurs sa seule particularité puisque des spermatozoïdes, elle en produit quelques dizaines. Et grâce à une sorte de sarbacane ou canon à spermatozoïdes, hein, si on peut dire ça, eh bien, elle tire à destination des ovules de sa partenaire avec un taux de réussite proche des 100% tout de même. Donc on peut dire que ah oui non elle est particulièrement efficace. Donc voilà, si vous voulez épater vos amis au prochain barbecue qui aura lieu quand le déconfinement aura lieu, eh bien parlez de la mouche drosophile qui a des spermatozoïdes 20 fois plus grands que sa taille adulte quoi. Lorenzo, ben bravo. Merci. Question suivante. Question roi de France. Je sais pas si vous y connaissez en roi de France, mais Louis XIV, en tout cas, quelque chose s'est passé chez lui en 1702. En fait, que s'est-il passé en 1702 pour que Louis XIV s'enferme et refuse toute visite durant toute une journée? Est-ce qu'il n'y a pas de ses enfants qui est mort ou son petit enfant? Non, pas son enfant. Il a chopé une maladie honteuse? Non. C'est pas son petit-fils alors qui est mort? Non, c'est pas son petit-fils qui est mort. Est-ce que c'est en lien avec la mort de quelqu'un? Oui, de quelqu'un si on veut. Est-ce Son que chien? il y avait Son cheval? Pas de son chat. Son cheval? Non. Un animal de compagnie ou une maîtresse? Un animal de compagnie, en effet. Sa perruche. Non. un singe? Non. Un chat? Non. Un renard? Non. Une souris. Non. Un pangolin? Un faucon ou un aigle? Non. C'est un animal exotique? Non. Ok. C'est de nos forêts? Non. Bon, non. Une poule? Non. Un ours? Non. On arrive à la moitié du temps réglementaire. Ce serait con que vous ne trouviez pas parce que là, vous avez fait le 90% du chemin, quoi. Est-ce que ça vit? Oui, c'est un animal qu'on a toujours domestique chez nous? Domestique, non. Enfin, normalement, on n'a pas domestique chez soi. Mais lui, il l'avait domestique. Une fouine? Pas une fouine, non. Une vache? Non. Ben, un truc qu'on n'a pas domestique à furet? Non. Un âne. Ça n'a pas de poils. Un ver de terre? Non, pas du tout. Ça a des plumes? Non. Un serpent? Non, pas un serpent. Un lézard? Non plus. Une tortue? Non. Ou est-ce que ça a des écailles seulement? Ah, ça a des écailles. Oui, on s'approche. Il reste 55 secondes. Attends. Un Si c'est lézard. pas un pas une araignée, pas... Non. Ça Plus rien. C'est un animal de... Non, ça a des écailles. Donc, ça a des écailles. Ben, pas un lézard, pas un varan, pas... non, voyez moins exotique. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a des écailles Une grenouille? Non. Non. Mais on s'approche. Un crapaud. Non. Un coy? Ah, presque. C'est un poisson. Une carpe? Oui. Oui, une carpe. À 15 secondes de la fin, oui. Et en effet, donc Louis XIV s'est enfermé et a refusé toute visite durant toute une journée parce que sa carpe préférée est décédée. Donc elle s'appelait la Dorée. Donc ne la voyant pas, un jour de promenade, il a fait curer le canal et donc on a retrouvé la Dorée morte, ce qui a causé beaucoup de chagrin au monarque qui s'est enfermé et qui a refusé toute visite. Et donc dans les archives qu'on a pu retrouver, on peut lire ceci. Donc à Marly paraît un courrier que l'on devait expédier, mais l'huissier qui garde la porte lui dit « Retirez-vous d'ici, la carpe favorite est morte, on ne voit personne aujourd'hui. » Ouh. Et oui. Oh.
Bravo à Badon. Ça fait 4. Hein. Bunzer 1, Lorenzo 1. Il reste 3 questions, donc il va falloir un peu... Max, il faut faire des super épatages pour toi. Ouais, ou bien il faut au moins le genre méta pour sauver l'honneur. Hein. Oui, ce serait bien. Bon, allez, peut-être la question peut-être, en tout cas, elle te concerne. D'où vient l'expression être au taquet, qui signifie être à son maximum? Et c'est parti pour 3 minutes. Est-ce que ça a un rapport avec un jeu de société? Non. C'est mécanique? Mécanique, si on veut, mais ça concerne les voitures et ça vous aidera. Non, c'est pas de la voiture. C'est plus ancien que ça. C'est vraiment très. C'est des rouages, non? Pas un rouage, non. Une activité sportive, c'est lié à une activité sportive? Non, pas sportif. Même si c'est physique, hein. Ça date d'avant le chemin de fer? Oui. Je pense que l'expression vient du 15e siècle, donc oui. Donc c'est démarrer quelque chose rapidement parce qu'on est en forme, quoi. C'était déjà ça à l'époque. C'est vraiment être à son maximum, c'est atteindre ses limites, être débordé. Il reste 2 minutes. Il y a un rapport avec un moulin ou quoi? Non. Ouais, ça a un rapport avec une technologie de l'époque. Oui, mais technologie c'est un grand mot, mais oui, en tout cas, un genre de mécanisme de l'époque, mais pas. Oui, il y a pas, c'est pas quelque chose en rapport avec le meunier ou quoi? Pas avec le meunier, non. Est-ce que c'est lié aux charrettes, carrioles, etc. de l'époque? Au maréchal Ferrand. C'est lié à un moyen de transport, mais pas les charrettes. Il reste 1 minute 30. C'est un moyen de transport qui ne serait pas les charrettes, tirer les bateaux sur les rivières? Alors, on se rapproche de la question. Oui, c'est un rapport avec le milieu maritime. Le cheval qui est au taquet parce qu'il doit tirer le bateau? Non, ça n'a pas de rapport avec le cheval, mais donc restez dans le milieu maritime, vous y êtes proche. C'est un quai d'embarquement ou quelque chose? Non, alors si vous trouvez donc être au taquet, le taquet, c'est quoi? C'est sur le bateau? C'est un endroit sur un bateau? Oui, c'est pas un endroit, mais c'est quelque chose sur le bateau. C'est sur le mât, au-dessus du mât? Ah oui, c'est au-dessus du mât. Est-ce que le taquet, c'est pas la petite broche dans laquelle on met les rames? Pas les rames, non. Les voiles? Là où on met là où est-ce que c'est à la proue ou à la poupe? Je n'en sais rien en fait. Ça doit être à l'avant, donc oui. Ah, mais c'est où se place le type qui crie sur ceux qui rament? Non. Ben c'est pour mieux voir, non? Non, il reste 15 secondes. Oh là là, ce serait dommage que vous non. trouviez pas. C'est quoi le taquet sur un bateau? C'est l'endroit où les gens se posent pour voir. Là où il y a l'encre? Non. Et voilà. Ah non, c'est pas possible. Non, 2 points pour l'ignorance, quoi. Non. Le taquet, c'est une des pièces du navire, souvent en métal, qui permet de retenir le cordage. Et donc, comme le taquet tend la corde et la bloque, l'expression fut utilisée pour symboliser le fait d'atteindre ses limites, d'être débordé. Au XVe siècle, le taquet, c'était le terme utilisé pour qualifier l'actuel loquet. Et c'est surtout au XVIIe siècle que le terme prend son sens maritime et ensuite entre dans l'expression être au taquet, qui dérive vers l'idée d'être au maximum. Aïe. Bon. Si l'ignorance gagne, je dors mal. Hein. Je vois bien, t'es déjà tout excité là. Ignorance 4 points du coup, Abaddon 4, Donzer 1, Lorenzo 1 et Max 0. Il reste 2 questions. Bon, en gros, il faut pas vous planter, quoi. Hein? Ouais. Et cette question est assez difficile. Rassure-moi, Abaddon gagne s'il est il a le même point que l'ignorance. Normalement, non. Il faut qu'Abaddon marque un point. Idéalement, oui. Donc, il faudrait que ce soit Abaddon qui trouve, quoi. Bon, la question est quand même assez compliquée. Donc là, il va falloir que vous soyez au taquet. Alors qu'il n'en existe plus depuis 1986, donc les années 80, qu'est-ce qui pourrait voir à nouveau le jour en 2052 ou 2053? Il est fou, ce type. C'est parti.
En fait, cette dernière chose, la soi-disant dernière chose, date de 1986, mais en fait, il se pourrait qu'il y ait encore une dernière en 2052 ou 2053. Est-ce que c'est Les un ouvriers phénomène... bien payés. Est-ce que c'est un phénomène astrologique? Non. Est-ce que Ah, c'est Voilà, un... on est déjà au bout là. Est-ce que c'est un hasard du calendrier? Non. Est-ce que c'est un outil qu'on n'utilise plus et qu'on va être amené à réutiliser? Non, c'est pas un outil. Est-ce que c'est un rapport avec l'homme ou pas? Est-ce Oui. que c'est un phénomène naturel? Non, c'est plutôt un phénomène, je dirais, phénomène, ça, non, c'est quelque chose d'artistique. Artistique. C'est artistique? Oui, on peut considérer ça comme de l'art. Ah, je suis perdu. Il fait partie de notre patrimoine belge. Hein. Ah ah. Il reste 2 minutes. Quelque chose qui a concerne la disparu. bière? J'ai pas entendu. Est-ce que ça concerne la bière? Non, c'est pas la bière. C'est artistique. Donc la Ah oui, bière, merde. ok, je veux bien que ce soit artistique d'une certaine façon, mais pas à ce point-là. Mais un mouvement artistique? Non. Bon, allez, Est-ce je vais que- vous aider parce qu'on est à 1 minute 30. C'est quelque chose qui a été publié en 1986, il y en a plus après, et puis ça pourrait revoir le jour en 2052 ou 2053. Publié. Est-ce que c'est un livre, une BD? Sinon non. C'est une BD. Une BD, ok. Laquelle On attend que ça passe dans le domaine public, au fait. Oui. Donc Est-ce que laquelle c'est un... Je sais pas, je connais rien en BD. Tintin? Tintin, oui. Oh, je l'ai dit avant. Hein. Oui, bravo, c'est Lorenzo qui a dit ça. Ouais. Bravo Lorenzo. Oui, parce que en fait, le dernier album de Tintin publié date de 1986, mais un nouveau pourrait voir le jour en 2052 ou 2053, selon l'éditeur Casterman, malgré le souhait formulé par Hergé avant sa mort. Et donc, le but avoué par l'éditeur, c'est de prolonger le droit d'auteur de l'œuvre qui s'éteindra plutôt le 1er janvier 2054, 70 ans après le décès d'Hergé. Donc, Hergé, même mort, continue à être écrasé comme un citron pour avoir un maximum d'argent, quoi. Hergé, c'est une machine à fric redoutable. Ah, ça, c'est clair. Bon, bah, bravo Lorenzo. Bon, il reste une question. Abaddon, il faut que tu fasses, il faut que ce soit Abaddon qui réponde, quoi. Hein. Donc, alors, on va passer à cette dernière question. Abaddon, est-ce que tu t'y connais en acteur de cinéma? Absolument pas. Bon, c'est bien parti. Écoute, on va dire que si c'est collectif, le point va pour toi et que tu bats l'ignorance, alors. Ok. Pourquoi est-ce que l'acteur Morgan Freeman porte toujours ses boucles d'oreilles créoles en or sur lui? En hommage à ses origines créoles? Non, ça aurait été trop facile. Non. Il y a vraiment une raison très, très étrange qui fait qu'il les a toujours sur lui. Il est superstitieux, il les a mis la première fois qu'il avait eu un rôle et puis il les a gardés. Ah, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. C'est un porte-bonheur? Non, c'est une raison assez pragmatique, je dois dire. C'est Il arrive esthétique? pas à les enlever. C'est pas esthétique et Bunzer, j'ai pas entendu. Il arrive juste pas à les enlever. Non, ça, il peut les enlever. Il pourrait les enlever, mais il ne veut absolument pas les enlever. Parce que ça contraste avec la couleur de son visage. Non, ça n'a rien à voir avec une question d'esthétique. Et c'est pas superstitieux, donc. Non, du tout. C'est très pragmatique. Très Est-ce que ça a un rapport avec l'argent? Oui. Est-ce que elles valent cher? Oui, si elles sont en or, elles valent cher. Ouf. Il les garde tout le temps sur... Il les garde tout le temps sur lui pour ne pas qu'on les lui vole. Ça aurait pu, mais non. C'est une raison très, très claire qui fait que... C'est la clé d'un coffre-fort. Non. Bon, ça aurait pu faire l'objet d'un film ou d'un livre, ça. Mais non. C'est beaucoup plus pragmatique. Est-ce qu'il les utilise dans sa vie de tous les jours? Non, justement pas. Est-ce qu'il a peur qu'on lui vole ses biens et qu'il se dit que comme ça il aura au moins toujours quelque chose de valeur sur lui pour pas être dépouillé de tout? C'est un peu ça, mais c'est une raison plus claire que ça. C'est son premier salaire.
Non, c'est une façon sensible de montrer qu'il a de l'argent, en fait. C'est comment dire? C'est ostentatoire. Oui. Non, c'est encore plus. Voilà, pour lui, c'est très important de les avoir avec lui. Et genre, s'il les utilise, bah, ce sera une fois, quoi. Il y a quelque chose dedans? Non. Il va les revendre s'il les utilise. Si c'est utilisé, ce sera en quelque sorte une vente, mais... Oui, en fait, il a peur d'être sur la paille et il se dit que s'il est sur la paille, il revend ses boucles d'oreilles et après... Non, c'est pas une question financière de manquer d'argent, c'est plus une question... Est-ce que ça ouvre quelque chose? Non, ça n'ouvre rien. Il reste 20 secondes. Purée. Plus pragmatique. Il les utilisera qu'une fois. Il les donnera à quelqu'un? Non. J'allais dire, c'est du sperme congelé, quoi. Non. Bon, il reste 10 secondes, dépêchez-vous. Bah ouais, mais là, écoute, qu'est-ce qu'il... Quand il sera mort. Oui! Oh purée, à 2 secondes près. Oui, en effet. Oui, en fait, elle valent juste assez d'argent pour qu'on puisse lui acheter un cercueil s'il venait à mourir dans un endroit reculé. Oh putain. Et donc, du coup, voilà, il tient toujours à les avoir sur lui, comme ça, il est sûr d'être d'avoir un cercueil et d'être enterré dignement, quoi. Ce jeu me fatigue. Ben oui, je le vois, mais tu finis 2e, Lorenzo, c'est quand même pas mal, ça. Ben, je sais pas, parce que Bunzer dit qu'il avait donné la réponse sur je sais plus quoi avant moi, Tintin, voilà, oui. Ah, ben ça je n'ai pas entendu, Bunzer. Non, mais je pense qu'on l'a dit presque en même temps, c'était pour la bouteille. J'ai peut-être un demi-point, allez, voilà. Oui. Allez, ça va. De toute façon, le grand gagnant, messieurs, ça reste Abaddon, puisqu'il bat l'ignorance, Bunzer, Lorenzo et Max avec 5 points. Bravo. Abaddon, félicitations, puisque là, tu te rapproches du titre de l'ordre épatant, là. Hein. Et quel est mon titre maintenant? Vicomte épatant. Bah, tu restes écuyer, puisque techniquement, tu es toujours le vassal du... Ouais, moi, je dis Vicomte épatant, aussi près. Oui, j'aime bien Vicomte épatant, ça me plaît bien. Bon, voilà, écoute, tu deviens vicomte épatant avec 3 victoires et Max reste lord épatant avec 4 victoires. Donc peut-être qu'à la prochaine émission, on verra si tu arrives à détrôner, à faire un putsch, hein, comme on dit, de ce lord qui était en place depuis le début. On va un petit peu voir ça. Mais en tout cas, voilà, félicitations. Et chez vous, évidemment, amusez-vous et épatez vos amis avec les boucles d'oreilles de Morgan Freeman. Soyez au taquet, parlez de Tintin, parlez aussi de la carte de Louis XIV, c'est très important, et aussi parlez de la mouche drosophile, mais c'est méga spermatozoïde, ça me semble idéal pour se revoir entre amis, quoi. Idéal pour la fête des mères. Exactement, surtout les spermatozoïdes, ça c'est vrai. Ouais. Bon voilà, en tout cas gardons les distances, mais ça n'empêchera pas la mouche drosophile avec son canon à spermatozoïdes d'atteindre sa cible. Donc sur ce, Max, nous pouvons enchaîner avec la séquence suivante. Oui, écoute, je pense qu'on a fini, on va juste espérer se revoir bientôt autour d'un barbecue, même si les distances de sécurité devront rester assez contraignantes, mais enfin... C'est vrai. Voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce petit épisode enregistré via Discord. Oui. Je pense que la technologie a quand même pas mal fonctionné, et donc je remercie bien Lorenzo, Bunzer, Abaddon et toi, Francesco, de vous être prêté au jeu. Et à Baris. Merci à Baris qui a dû nous quitter momentanément, mais on le reverra, on le réentendra plutôt. Tomber dans les limbes d'Internet. Sans doute dans un prochain épisode, en tout cas, on l'espère. Mais voilà, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci pour tout, merci à nos auditrices et nos auditeurs. Et merci à toi d'avoir préparé cette émission et de l'avoir menée de main de maître. Oui, j'espère que... Dernière chose que nous avons oublié de faire. Quoi donc, Abaddon? Un rituel que nous avons à chaque fois et que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Recommandation. Non. Quoi? Elle sera très vexée demain. On a assez parlé des mamans comme ça, non? On n'a pas salué la tienne. Ah ben voilà, on la salue. On la salue très très chaleureusement et puis on lui souhaite une bonne fête des mères demain. Hein. Voilà, et aux vôtres aussi, on leur souhaite à toutes une bonne fête des mères. Comme ça, vous leur ferez écouter le podcast. Et bien voilà, merci messieurs. À bientôt et bon déconfinement puisque ça sent la fin et
On espère pas trop de reconfinement par la suite. On croise les doigts. Eh bien, à bientôt. Ciao, À ciao, et bientôt, belle soirée à merci tous. beaucoup. Hein. Salut, À bientôt. salut. Ciao.